Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des trois principaux événements économiques et politiques de ces derniers jours. Tout d'abord, bien sûr, la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Quelles conséquences pour nous en France, en Europe? Parallèlement, peut-être encore plus dangereux, la crise politique en Allemagne, avec le gouvernement qui est en train d'exploser, finalement, certainement des élections législatives anticipées début 2025. Donc là aussi, quelles conséquences pour l'Europe, pour la zone euro, pour la France, bien entendu. Et puis, dernier point, là ça nous concerne vraiment directement, nous les Français, malheureusement, la multiplication des plans de licenciement. On vous l'annonçait ici même il y a déjà plusieurs mois, on vous disait, il y a tellement de défaillances d'entreprises que ça ne peut pas durer. Et certains disaient, mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Rappelez-vous Bruno Le Maire, hein, ça devait être les 30 glorieuses, le retour du plein emploi, formidable. Nous voyons aujourd'hui où nous en sommes, voilà ce que nous coûte le déni de réalité, la mauvaise stratégie économique. Nous sommes en train de payer tout ça actuellement avec ces licenciements qui malheureusement n'en finissent plus et derrière des risques de grève, de mouvements sociaux, ce qui va évidemment alimenter la catastrophe économique, donc alimenter peut-être une récession dramatique. Et s'il y a une récession, le chômage va encore augmenter. Si le chômage augmente, plus de déficit, plus de dettes, augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État, donc encore moins de croissance. Vous voyez, c'est une sorte de cercle pernicieux extrêmement dangereux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. Merci aux soi-disant sauveurs de la France de ces dernières années qui nous ont mis bien sûr dans une catastrophe que nous devons aujourd'hui digérer, nous devons gérer. On va regarder ça bien sûr, cette réalité de face. Il faut l'affronter pour pouvoir savoir comment on va pouvoir nous en sortir tout simplement. Mais c'est important encore une fois de dire cette réalité, d'où cette question Trump, Allemagne, crise sociale, la France et l'Europe sont-elles en danger? En fait, il y a un point d'interrogation, mais on a déjà compris que la réponse est positive, bien entendu. On va voir ça dans le détail. Autre question, la question de la semaine, vous avez été également très nombreux à me la poser dans le sillage de l'élection de Trump. Le Bitcoin a flambé, donc on me dit qu'il faut acheter du Bitcoin. L'or a baissé, est-ce qu'il faut plutôt vendre de l'or, acheter du Bitcoin? On va essayer de répondre à cette question en toute indépendance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque une religion, entre guillemets, le Bitcoin. On verra ça tout à l'heure, mais c'est vrai que cette flambée, aujourd'hui, nous interpelle. On va là aussi essayer de répondre à cette question. Et puis on terminera, comme d'habitude, avec la bonne nouvelle de la semaine. C'est difficile à trouver, il y en a quand même une, allez, je vous le dis, elle est plus mondiale que française, mais c'est quand même une relative bonne nouvelle. Alors on commence tout de suite parce que le programme est très chargé, avec donc malheureusement en France, ce drame, la multiplication des plans de licenciement. Il y a quasiment des plans sociaux tous les jours qui sont annoncés. Les principaux, évidemment Michelin, 2 usines qui vont fermer. Auchan, enfin, entre parenthèses, c'est le nombre de salariés qui sont concernés malheureusement. Donc c'est des drames humains, parce que derrière ces salariés, il y a des familles, bien entendu. On a eu la Société Générale, Nexitis, Stellantis, Valeo, Solvay. Donc là, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais a priori, il y a des plans qui sont en train d'être préparés, des plans de départ volontaire également. Donc voilà, la situation du marché du travail est extrêmement compliquée. Alors pourquoi tout cela? C'est pas compliqué, ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que encore et toujours, nous avons une pression fiscale et réglementaire prohibitive qui est catastrophique. Les entreprises ne peuvent pas continuer de se développer et donc en plus on vient d'annoncer malheureusement les nouveaux dirigeants une augmentation encore des impôts, donc ça crée de l'instabilité fiscale, sociale et dans le même temps depuis la dissolution de l'Assemblée, vous le savez que beaucoup de projets d'investissement ont été stoppés, ont été gelés, donc s'il n'y a pas d'investissement évidemment il n'y a pas d'emploi et c'est là qu'est le drame, d'où cette faiblesse de l'activité. L'activité économique est très faible, on l'a vu la semaine dernière, il y a eu 4 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement des entreprises, 13 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement logement des ménages, un drame évidemment, donc forcément on ne s'étonne pas ensuite qu'il y a autant de licenciements. Et également la consommation est en train de ralentir très fortement, il y a eu l'effet JO et puis ça y est, maintenant c'est terminé, cette consommation qui est en train de baisser. Donc s'il n'y a pas d'activité, pas d'investissement, pas de consommation, là aussi il y a des licenciements. On verra tout à l'heure également que le déficit du commerce extérieur est reparti à la hausse en France, là aussi ce n'est pas évidemment une bonne nouvelle, donc baisse de l'investissement. Il y a aussi pour certaines entreprises parfois malheureusement des mauvais choix stratégiques qui ont été menées. Donc aujourd'hui, si elles n'ont pas développé des stratégies anti-crise, comme je l'évoquais ici même il y a déjà quelques semaines, là forcément, elles ont des difficultés. Et puis les entreprises qui vont rester, qui ont fait les bons choix stratégiques, elles vont rafler la mise. Il n'y a pas que des perdants, il y aura également des gagnants. L'important, c'est d'être parmi justement ces gagnants. Et puis surtout, on voit une augmentation des faillites d'entreprises. Je l'ai souvent évoqué ici même, les chiffres de la Banque de France. Dans 4 jours, on aura les nouveaux chiffres du dernier mois. Et malheureusement, on ne s'attend pas à des miracles. Donc là aussi, s'il y a une flambée de défaillances
entreprises, il y a parallèlement, je vous rappelle que ces défaillances sont sur des sommets historiques, ensuite il y a des entreprises qui disparaissent, donc des emplois qui là aussi sont détruits, donc un chômage qui augmente, c'est là qu'est le drame. Alors bien sûr, il y a l'arnaque de la réindustrialisation, parce que là aussi on nous a arrêté de nous bassiner, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, en disant oui c'est bon, ça y est, on réindustrialise le pays. Alors on a sorti quelques usines ici ou là, mais non, malheureusement, on voit que l'activité industrielle s'effondre. Encore la semaine dernière, chiffre de la production industrielle en baisse en France. Selon les directeurs d'achat, on a eu 28 mois consécutifs de baisse de l'activité dans l'industrie française. Donc où est cette réindustrialisation? Nos dirigeants, entre guillemets, ont été très bons pour le marketing. Par contre, pour les mesures, pour la réalité, évidemment, là, il n'y a plus personne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos entreprises souffrent. Parallèlement, elles ont eu du mal à trouver de la main-d'œuvre, à trouver les formations, notamment dans l'industrie. Ce qui fait que parfois, elles ont eu des contrats, des carnets de commandes qu'elles n'ont pas pu honorer parce qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre en face. Donc, ce qui fait que l'activité, là aussi, s'est effondrée. Et parallèlement, voilà. Le gouvernement a tellement dépensé n'importe comment pendant cette pandémie, pendant ce coronavirus, et surtout après, parce qu'à la rigueur, si on s'était arrêté uniquement en mars 2020, ça va encore, mais on a continué ensuite ce fameux quoi qu'il en coûte, qui nous coûte aujourd'hui extrêmement cher, et malheureusement c'est aujourd'hui que nous avons besoin justement peut-être éventuellement d'un soutien de l'activité par l'État, mais comme il a tellement explosé la dette publique dans le vent, je vous rappelle les chiffres, on a quasiment 850 milliards d'augmentation de la dette publique, alors que le PIB français sur la même période, donc depuis 2020, a augmenté de 450 milliards. Il manque 400 milliards d'euros, c'est pas encore une fois une petite erreur, non, 400 milliards d'euros comme ça qui ont disparu, ce n'est pas acceptable, et nous payons bien sûr aujourd'hui ces erreurs, et donc justement, c'est ce que je termine, ce n'est malheureusement pas terminé, ça va continuer, ça ne fait que commencer, a fortiori si évidemment on a des mouvements sociaux et une activité qui s'effondre. Justement, les derniers chiffres des directeurs d'achat viennent d'être mis à jour, il y avait une première estimation il y a quelques semaines, là ça y est, c'est fait, donc on voit bien ici c'est l'indicateur avancé de l'activité, l'indicateur composite, tout secteur d'activité, là c'est le PIB, la courbe bleue, donc encore une fois, troisième trimestre, un petit boost des JO, qui nous a coûté très cher ce boost, 12 à 15 milliards d'euros pour les JO, ça nous a ramené 3 milliards, bon il y a un petit décalage entre guillemets encore une fois, mais là regardez bien les perspectives d'activité du mois d'octobre, on est sous la barre des 50, donc sur une baisse de l'activité assez forte pour le quatrième trimestre 2024 en France. Et alors, il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'on a eu tous les chiffres des directeurs d'achat dans le monde entier. Donc, je vous rappelle, l'enquête, elle est très simple à comprendre. Il y a une barre à 50, au-dessus, c'est la croissance, en deçà, c'est la baisse de l'activité. Que voit-on? On a toujours, bien sûr, j'ai envie de dire les mêmes au sommet, notamment l'Inde, le Brésil qui remonte, l'Espagne, les États-Unis qui résistent également. On descend un peu plus bas, on voit qu'on a la Chine qui s'améliore un petit peu, 51,9, le Royaume-Uni 51,7, on est juste au-dessus donc de la barre des 50, au niveau mondial on a 52,3, et puis après, voilà, là c'est déjà de moins en moins bon, l'Italie 51, la Russie 50,9, ça reste encore en croissance, et la bonne surprise nous vient pour nos amis canadiens, c'est vrai que jusqu'à présent c'était la lanterne rouge de la croissance mondiale, selon les indicateurs des directeurs d'achat, nos amis du Canada, là ça a un petit rebond au mois d'octobre, 50,7, Afrique du Sud, voilà, et après là on passe sous les 50, la zone euro, Australie, Japon, Allemagne, et voilà. Et voilà le drame, la France a retrouvé son rôle de lanterne rouge de l'économie mondiale. Il n'y a pas un pays dans le monde aujourd'hui, à part certains pays évidemment en grande difficulté, mais néanmoins, parmi les grands pays, il n'y a pas un seul pays où il y a une baisse de l'activité aussi forte. Ça se passe en France, ça se passe chez nous, et malheureusement personne ne fait rien, même on a envie, encore certains, d'augmenter encore les impôts, ce qui va évidemment ne pas arranger les choses. Et donc le chômage qui a déjà augmenté va continuer d'augmenter, on l'évoquait la semaine dernière, on est aujourd'hui à 7,6% de taux de chômage au mois de septembre, chiffre d'Eurostat, on était à 7,1% il y a un peu plus d'un an. Taux de chômage dans la zone euro, la courbe bleue continue de baisser, on est à 6,3%, et nous ça continue d'augmenter, avec notamment un taux de chômage des moins de 25 ans de 18%, donc là aussi c'est particulièrement dramatique. Et si on voit les perspectives de chômage, notamment des ménages, mais également des entreprises, vous voyez qu'on pourrait dépasser très rapidement les 8,5% de taux de chômage. Il est très loin le plein emploi qu'on nous avait promis, voilà à quoi ça sert de faire du marketing, si c'est pour ne pas prendre les bonnes mesures ensuite. Et là évidemment qu'on ne dise pas que c'est à cause de Trump, puisque Trump il vient d'être élu, donc c'est le bouc émissaire idéal. D'abord on nous disait que c'était à cause de Poutine, maintenant que c'est à cause de Trump. Non, ces dérapages, ces déboires sont le fait de nous-mêmes, de nos dirigeants politiques notamment, qui ont fait les mauvais choix. Et donc nous payons aujourd'hui ces choix, et donc ce qui fait que malheureusement ça nous coûte cher, et parallèlement évidemment,
les salariés sont mécontents et donc on a des mouvements sociaux, des appels à la grève qui se multiplient dès cette semaine. Voilà, le 14 novembre, syndicat national des pilotes de ligne et tous les salariés du transport aérien. Donc j'espère que vous n'avez pas d'avion à prendre le 14 novembre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite, à partir du 15 novembre, donc dès le lendemain, les agriculteurs qui eux aussi ont été bercés d'illusions, finalement on leur dit non, on va tout faire, puis les mesures n'étaient pas au rendez-vous. Et bien là aussi, il y a des mouvements qui se dessinent malheureusement et parallèlement à la SNCF. Alors là, 21 novembre, donc une première grève, et surtout à partir du 11 décembre, une grève illimitée, reconductible toutes les 24 heures. Donc là, évidemment, ça risque d'être très dangereux quelques semaines, quelques jours avant Noël, finalement, avant la trêve des confiseurs. Donc là, ça nous rappelle, pour les plus anciens, les grèves de 95, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, nous marchons sur des œufs. La situation est très difficile et malheureusement, je ne vois pas comment on va améliorer cette confiance, sans parler des risques sociaux et sociétaux. Le président n'est pas là, le Premier ministre, il est là, mais globalement, on se rend compte qu'il n'a pas, en l'absence de majorité, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a deux autres mouvements sociaux. Fonction publique, à partir de début décembre, donc il n'y a pas encore de date, mais a priori ça sera un mouvement global. Et alors les laboratoires d'analyse médicale du 23 au 31 décembre, donc pour la fin d'année, ce sera la trêve des confiseurs néanmoins, mais on se rend bien compte que là il y a des mouvements sociaux qui se généralisent, et donc c'est le cercle pernicieux. Si j'ai des grèves, j'ai moins d'activité, ce que je vous disais tout à l'heure, donc les entreprises vont encore plus souffrir, elles vont encore plus licencier, chômage qui augmente, taux d'intérêt, dette publique et déficit public qui augmente, taux d'intérêt qui augmente, ce qui casse l'activité économique, voilà. Et on ne s'en sort pas, malheureusement, c'est ça le drame. Alors, en plus de cela, j'ai envie de dire cerise à l'arsenic sur le gâteau, au cyanure, va-t-on dire, eh bien, nous avons les chiffres du commerce extérieur qui viennent de sortir. On nous a dit, ça y est, c'est bon, c'est réglé, on va retrouver les excédents commerciaux. Pas du tout. Voilà, c'est le chiffre du mois donc de septembre, 8,3 milliards d'euros de déficit sur un seul mois. Donc on voit qu'effectivement, oui, ça repart, le déficit se creuse de nouveau. Alors c'est vrai qu'on avait eu ces sommets historiques donc de déficit pendant l'année 2022 liés à la flambée des cours des matières premières et notamment du pétrole. Maintenant que ça s'est calmé, on pouvait espérer un mieux durable, si vous voulez. Ben non, ça y est, ça repart effectivement donc à la baisse. Donc ça veut dire une hausse du déficit, bien entendu, parce que c'est plus négatif, donc c'est une hausse du déficit. Vous voyez que si on évacue cette période un peu spéciale, c'est un plus haut depuis mai 2018, donc 10,7% au-dessus du précédent sommet de mai 2018 pour le déficit commercial mensuel. Alors, peut-être que vous avez vu, justement, on se rend bien compte comment on peut un petit peu manipuler l'information, puisque la semaine dernière, quand ce chiffre est sorti, en fait, la plupart des médias ont communiqué sur le déficit sur 12 mois, en disant, ça se stabilise. Alors c'est vrai que sur 12 mois, on est à 82,5 milliards d'euros de déficit. Ce n'est pas rien, c'est comme le mois d'août. Donc on se dit, oh oui, ça se stabilise, c'est pas mal. C'est vrai que par rapport là aussi au déficit énorme de 140 à 160 milliards qu'on a vu pendant la crise de 2022, bon, ça s'est réduit certes, mais c'est toujours 82,5. Si là aussi j'exclus cette période, voyez bien, c'est un sommet depuis octobre 2011. On n'a jamais eu autant de déficit, à part en 2022-2023, que depuis octobre 2011. Donc ce n'est pas évidemment une bonne nouvelle. Et alors, là aussi, ce qui n'arrange rien, d'où vient ce déficit ? De la baisse de nos exportations. Alors qu'on a une croissance mondiale qui se stabilise autour des 3%, donc ça devrait soutenir nos exportations, et bien pas du tout. Ces exportations s'effondrent et sont maintenant sur un plus bas, regardez bien, depuis mai 2022. Donc voilà pour la situation française. Donc là aussi, si on regarde, on cherche tous les moteurs, les exportations ne sont pas là, consommation non plus, investissement des entreprises et des ménages, donc logement non plus. Voilà, il ne nous reste pas grand-chose, malheureusement. Donc ce qui veut dire que là aussi, la récession est en train de s'installer en France. Pour ne rien arranger, là aussi, déficit de la balance courante, toujours déficitaire, à peu près 15 milliards d'euros sur 12 mois. Donc ça veut dire qu'il faut trouver évidemment des investisseurs étrangers pour financer là aussi ce déficit. Voilà, on a donc ce qu'on appelle les déficits jumeaux, déficit budgétaire, déficit commercial. Et donc là aussi, cette situation est particulièrement douloureuse. Et encore une fois, ce n'est que la conséquence des erreurs de nos dirigeants politiques depuis des années. Donc dans ce contexte, on nous dit « Ouh là là, alors là, la victoire de Trump, ça va être encore pire ». Voilà, alors c'est sûr que le programme économique de Donald Trump, alors déjà, petit mot, c'est vrai que je l'avais annoncé sur CNews la veille de la victoire, je me dis que je pensais que Trump allait gagner, c'est ce qui s'est produit, mais personne ne pensait qu'il allait gagner de façon aussi écrasante. Encore une fois, c'est un échec, bien sûr, des sondeurs, et puis de l'ensemble, je dirais, de certains médias un peu wokistes, etc. Donc non, le problème c'est qu'on ne veut plus regarder la réalité en face. Il faut regarder la réalité en face. Et donc il y avait évidemment cette volonté finalement américaine de soutenir Trump pour justement America First, c'est le programme de Trump. Et parallèlement, Business First, c'est-à-dire que là aussi, les Américains sont
sont intéressés, bien sûr, par une activité économique qui soit résistante, qui soit forte. Et évidemment, ils l'ont prouvé, ils n'étaient pas plus intéressés que cela, malgré ce que disaient certains médias, par le wokisme, etc. Bon, ça, j'en passe, c'est déjà également une bonne nouvelle, mais ce qui compte, c'est le programme économique de Trump et les impacts pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il annonce, Trump? Dans son programme, encore une fois, c'est-à-dire que souvent, les guerriers font la paix, les pacifistes font la guerre, donc ce n'est pas sûr qu'il pourra appliquer complètement son programme. On l'a vu d'ailleurs en 2016. Donc, ce qu'il annonce, une augmentation des droits de douane de 10 à 20%, notamment sur les produits européens. Il dit même qu'il pourrait monter à 60% sur les produits chinois. Ça va être compliqué là aussi, parce que bon, des fois, il y a des produits qui ne sont faits qu'en Chine. Donc, si on augmente d'autant les droits de douane, ça va faire évidemment une augmentation de l'inflation. Donc, c'est particulièrement dangereux. Alors après, plus intéressant, soutien de l'emploi industriel avec de la création de zones économiques spéciales. Là aussi, on va réduire les taxes, la réglementation plus basse. Voilà, on soutient l'activité des entreprises. Et puis surtout, ça c'est important, on aimerait tant que ça arrive chez nous, c'est ce que je conseille depuis des années, malheureusement ça n'arrive pas, une baisse des impôts pour tous. Les salariés, les retraités, les entreprises. Regardez, l'IS, l'impôt sur les sociétés, va passer de 21 à 15%. Exemption fiscale des heures supplémentaires. Ah, voilà, là on va donner un bol d'air, évidemment, de revenus et un bol d'air de consommation. Et parallèlement, une baisse des prix énergétiques en augmentant la production locale, donc américaine, de gaz et de pétrole. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va normalement faire réduire les prix du pétrole. Alors évidemment, c'est clair que ce n'est pas très écologique, mais encore une fois, si les prix des matières premières baissent, l'activité économique reste soutenue, là aussi on pourra également innover dans les nouvelles technologies de l'énergie pour rendre le monde justement plus propre. Donc ce qui veut dire qu'encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à certaines mesures. Il y aura ensuite, espérons-le, si l'activité est meilleure, là aussi une croissance plus forte, donc des recettes fiscales qui vont augmenter malgré la baisse des impôts, et parallèlement moins de dépenses publiques également. Là aussi, c'est le programme de Donald Trump. Donc ça veut dire une économie américaine un peu plus, on va dire, pragmatique, et donc avec moins de déficit, normalement de déficit public, et également moins d'impôts. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle pour les Américains, mais on va se dire, bah oui, mais pour nous, c'est une catastrophe. Parce que si on augmente les droits de douane, imaginez comment va-t-on faire? Alors là, attention, je pense qu'il ne faut pas exagérer, parce que, encore une fois, je le vois gros comme une montagne, c'est le bouc émissaire idéal, Donald Trump, tous nos mots sont liés à lui, nos mots MAX. Non, soyons raisonnables. Si déjà je prends la part des États-Unis dans les exportations françaises, je suis sûr que personne n'en a parlé, moi j'en ai parlé un petit peu ici ou là, mais sinon, quasiment personne n'en a parlé la semaine dernière. La part des États-Unis dans les exportations françaises, ce n'est que 7,2%. C'est-à-dire que 7,2% de nos exportations viennent des États-Unis, vont vers les États-Unis du moins. Bon, donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ce qui représente seulement 1,6% du PIB français en 2023. Donc vous voyez, c'est pas avec 1,6% du PIB français qu'on va casser l'économie française. Et d'ailleurs, l'économie française n'a pas eu besoin de cela pour s'effondrer. Elle n'a pas eu besoin de Trump, elle s'est effondrée toute seule, comme je l'écris ici, à cause des erreurs de nos dirigeants, malheureusement. Alors dans le même temps, si le dollar s'apprécie, ce qu'on observe depuis quelques jours, et que donc l'euro baisse, ça va soutenir également nos exportations internationales. Donc ce qu'on perd sur les droits de douane, éventuellement, on va le gagner sur la baisse de l'euro. Donc il ne faut pas paniquer démesurément. Après, si on a, on l'espère tous, la fin de toutes les guerres dans le monde, et notamment en Ukraine, également la fin du régime des mollahs en Iran, ben là évidemment le pétrole va tomber à 60$, peut-être même moins. Donc ça va soutenir l'activité économique mondiale, et y compris pour nous, nous allons là aussi en bénéficier. Et puis enfin, dernier point, comme en 2017-2019, Trump évidemment c'est un homme d'affaires, donc il fait de la négociation, donc il annonce des droits de douane énormes, puis après il y aura de la négociation. Ce qui est sûr, c'est qu'il va négocier avec les Chinois. Par contre, avec l'Europe, on risque comme d'habitude d'être les dindons de la farce, et ça c'est particulièrement dangereux parce que justement l'Europe n'est pas seule, n'a pas une voix unique. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux. D'ailleurs, depuis la victoire de Trump, l'euro s'est effondré et le dollar s'apprécie. Voilà la baisse de l'euro. Donc je me souviens, on était il y a encore quelques mois, donc en septembre dernier, donc quelques semaines finalement, à 1,12$ pour 1 euro. Après, on est tombé à 1,09$ le 5 novembre, donc le jour de l'élection. Certains pensaient que Trump allait perdre, justement, voir qu'il allait avoir une guerre civile, etc. Rappelez-vous. Et finalement, maintenant, on est à 1,06$ pour 1 euro. Donc on est quasiment à notre objectif de 1,05$ pour 1 euro. Donc j'espère que vous nous avez écoutés. Et là, ça va évidemment continuer. On peut tomber à la parité entre l'euro et le dollar. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça va soutenir nos exportations. Par contre, mauvaise nouvelle, si l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, donc ça augmente l'inflation chez nous, et donc la BCE ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Donc attention, l'inflation n'est pas morte, elle est toujours là, et malheureusement elle peut se réactiver très rapidement, et donc faire encore du mal à l'économie, ce qu'on appelle la stagflation, stagnation économique et inflation élevée. Alors on a également, pour voir cette dichotomie entre les États-Unis et l'Europe, voilà ce qui se passe sur les marchés boursiers. Donc la bourse américaine, c'est la courbe rouge ici, donc le Standard & Poor's 500,
une flambée exceptionnelle. Regardez, depuis la victoire de Trump, on bat record sur record chaque jour depuis cette victoire. Donc depuis le 15 mai, vous voyez, on est sur une hausse de 13,1% sur le Standard & Poor's, alors que sur le CAC 40, sur la même période, on est à moins 10,8%. Eh oui, on voit bien cet effet de ciseau. Là, c'est le CAC 40, la courbe bleue, ça baisse. Alors qu'aux États-Unis, on bat des records sur records, et sur longue période, donc depuis 2022, 25,1% de hausse sur la bourse américaine, 1,9% sur le CAC 40. On va dire, oui, mais bon, si on regarde le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, c'est mieux. Pas tellement mieux, vous voyez que depuis là aussi le 15 mai, on est sur une baisse de quasiment 10% pour le CAC 40 Gross Total Return, comme on l'appelle, c'est-à-dire avec les dividendes donc intégrés et réinvestis. Donc on a bien une baisse de 10%. Donc il y a bien cette crise de confiance qui est là, qui a été alimentée également par la dissolution, par la crise politique française. Et maintenant que Trump est là, on a compris que c'était America First et que le dindon de la farce, ça va être évidemment malheureusement encore et toujours l'Europe et la France, puisque d'ailleurs sur longue période, c'est pas nouveau, que ce soit Trump ou pas, l'économie américaine fait beaucoup plus de croissance que nous. C'est ça la différence, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, la dette publique augmente autant que chez nous, mais il y a beaucoup plus de croissance que chez nous. Regardez bien, c'est l'évolution du PIB, donc hors inflation, depuis 1995 au troisième trimestre 2024, avec donc les derniers chiffres qui sont sortis il y a quelques jours. 106,6% d'augmentation du PIB américain sur la même période, regardez bien, zone euro, France, c'est quasiment le même chiffre, 53,9%. 52,7 points d'écart de croissance. C'est évidemment inadmissible. On n'a pas créé la zone euro pour ça. Comprenez ? Donc ça, c'est un échec, évidemment, de la zone euro. C'est un échec également de nos politiques économiques, où justement, on ne sait plus faire de cette croissance, on ne sait plus faire d'activité économique. Alors on va me dire, oui, mais c'est grâce à la population américaine qui augmente, etc. Alors, regardons le PIB par habitant. Et là, attention, graphique un peu dur à supporter. Donc pour les âmes sensibles, préparez-vous. Voici ce graphique. Donc si on voit l'évolution du PIB par habitant, donc c'est la richesse qu'on crée par habitant, à prix constant, ça veut dire hors inflation. Aux États-Unis, plus 72% depuis 90. Au Royaume-Uni, donc numéro 2, 52,8%, malgré le Brexit, vous voyez, ça résiste bien. Ensuite, l'Allemagne, 45,3%. Et dernier, malheureusement, la France, seulement 41,8%. Donc la France s'est bien déclassée. D'ailleurs, en termes de positionnement mondial et de PIB par habitant, nous étions 11e du monde en 1990. On est 25e du monde aujourd'hui, en 2023-2024. Donc c'est ça qui est très dangereux, ce sont les chiffres du FMI, je n'invente rien. Voilà aujourd'hui encore une fois l'échec finalement de l'Europe. Donc ce qui nous a mis dans cette situation, c'est pas Trump, c'est nous-mêmes encore une fois. Et d'ailleurs, avant même l'élection de Trump, regardez bien, perspective d'activité, c'est la courbe bleue aux États-Unis, on est à quasiment 55, dans la zone euro on est à 50, donc on est en récession. En récession encore plus forte en France, donc il y a bien cet écart de croissance qui va durer et donc qui va soutenir là aussi le dollar par rapport à l'euro et donc qui va malheureusement limiter notre croissance. Pour ne rien arranger, il y a cette crise allemande, cette crise politique incroyable qui selon moi est encore beaucoup plus dangereuse pour nous que Trump. D'abord parce qu'effectivement l'économie allemande s'effondre, donc on va dire oui tant mieux pour eux, sauf que l'Allemagne c'est 33% du PIB de la zone euro, donc si l'Allemagne s'effondre, toute la zone euro évidemment suit, le chômage en Allemagne augmente, les plans de licenciement également se multiplient, on ferme également des usines et des fleurons industriels, notamment le Volkswagen en Allemagne, c'est une révolution pour les Allemands, évidemment ils payent toujours la fin du nucléaire, qui était une erreur stratégique dramatique. Heureusement que nous ne l'avons pas faite, cette erreur, on a failli la faire, mais heureusement qu'on a évité de la faire, mais eux, voilà, et les Allemands aussi font des erreurs, et là c'est une erreur qu'ils payent encore aujourd'hui, et donc le gouvernement Scholz qui vient donc d'imploser ou d'exploser, donc avec le limogeage de Christian Lindner, voilà, ministre des Finances, parce qu'en fait, Scholz voulait lâcher un petit peu les comptes publics, et le ministre des Finances a dit non. On continue, on fait de la rigueur, pas de la rigueur, mais de l'orthodoxie budgétaire, on fait du respect budgétaire, hein, tout simplement, on ne laisse pas déraper le déficit comme le font les Français, et ça n'a pas plu, donc le gouvernement a sauté, la coalition a sauté, donc il y aura certainement des nouvelles élections, et là, qui va l'emporter, avec derrière des risques très forts pour la stabilité de la zone euro, pour les liens franco-allemands, et justement, je tiens encore quelques mois à Francfort, les Allemands sont de moins en moins europhiles et de plus en plus francophobes, c'est-à-dire évidemment, ils ne nous supportent plus parce que, voilà, hein, eux ils ont fait des efforts et nous on a continué de déraper sur les comptes publics. Donc rapidement quelques graphiques, on voit bien donc cette activité, c'est l'indicateur avancé, ce qu'on appelle l'indice du climat des affaires de l'enquête IFO, donc on est à 0% de croissance, légèrement négatif, donc ça va continuer, la récession allemande va se poursuivre.
Dans le même temps, les Allemands, évidemment, il y a une tension avec la France énorme, puisque nous, comme vous le savez, on n'a fait que des déficits. Le dernier X-No remonte à 1974, et encore cette année, on sera à peu près à quasiment 7% de déficit public par rapport à notre PIB en France, près de 200 milliards d'euros, une catastrophe, alors que les Allemands, eux, ont fait des efforts. Donc ça, ils ne supportent plus. Ils disent, regardez, nous, de 2012 à 2019, on a fait des efforts. C'est ce qu'ils nous disent. Ils ont même eu des excédents publics. Et encore aujourd'hui, ils ont un déficit public de seulement 1,5% du PIB, contre 7% en France. Donc ils ne peuvent plus supporter un tel écart. Et donc ça, c'est très dangereux par rapport à la stabilité de la zone euro. D'autant que ces écarts, ça fait longtemps que ça dure. Si on voit l'évolution de la dette publique depuis les années 2007, par rapport au PIB, là c'est la France, dette publique 154% de hausse, PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation, 52% de hausse. 3 fois plus à peu près. Donc évidemment, on peut se dire, on n'avait pas le choix, tout le monde l'a fait. Ben non, parce qu'en Allemagne, le déficit public, la dette publique, a moins augmenté que le PIB, 64%, 70% pour le PIB en valeur, malgré effectivement la récession allemande. Donc on se rend bien compte que ça, les Allemands ne le supportent plus. Ils nous disent, bah, attendez, il faut maintenant vous aussi faire une vraie politique. Et malheureusement, ce qui est annoncé ne va pas dans le bon sens. D'où cette tension qui est en train de s'exacerber entre la France et l'Allemagne, et cette crise politique, évidemment, pour conséquence, de maintenir les taux d'intérêt des obligations d'État à la hausse. Voilà, depuis la semaine dernière, les taux d'intérêt de 10 ans en France, donc on est même monté à plus de 3,2%, là on est autour des 3,1%, mais enfin c'est quand même assez cher. En Allemagne, on est sur un niveau de 2,4%, maintenant ça rebaisse un peu à 2,3%, toujours un écart de taux de 80 points de base entre la France et l'Allemagne. Donc la défiance est là, l'inquiétude est là, que ce soit en Allemagne et en France, avec bien sûr un risque de stabilité sur la zone euro, de crise existentielle de la zone euro. Donc ça s'annonce très compliqué. 2025 s'annonce très compliqué. Pas tellement à cause de Trump finalement, mais beaucoup plus, je dirais, à cause de la crise européenne qui est en train d'arriver devant nos yeux, qui est déjà là, qui a déjà commencé, qu'on ne veut pas voir encore, mais là, il y aura évidemment des conséquences particulièrement dramatiques entre d'un côté donc la crise française, on n'a pas de stabilité politique, et maintenant la crise allemande. Donc ça ne va pas arranger les choses, ce qui veut dire que là aussi, soyons extrêmement prudents, l'euro va continuer de baisser, malheureusement, la croissance va continuer de baisser, la récession va malheureusement s'installer. On pourra s'en sortir, bien sûr, nos entreprises pourront s'en sortir, c'est qu'ils feront les bons choix stratégiques, et donc il y aura encore quelques créations d'emplois, mais malheureusement, là aussi, nous allons continuer de payer les erreurs de nos dirigeants. Alors, question de la semaine, là aussi, bon, on ne va pas épiloguer, parce que c'est très touchy, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que depuis la victoire de Trump, alors là, exceptionnel. Le Bitcoin a explosé de plus de 30% en une semaine. Le 11 novembre, on a dépassé les 89 000 $ le Bitcoin. Complètement fou. Et donc là, ici, on voit que c'est très très volatile en permanence, hein. Mais regardez cette flambée en une semaine, 30%. Bon, on se rend bien compte qu'il y a peut-être des petites difficultés. D'ailleurs, depuis ce matin, ça baisse assez fortement. Mais toujours est-il que ça reste très volatile. Trump, évidemment, avec Elon Musk, avec Vance également, sont des supporters du Bitcoin et des crypto-monnaies au sens large. Je pense que le Bitcoin, l'Ethereum vont continuer de bien résister, de faire des bonnes performances. Maintenant, attention, Trump, il a beau aimer le Bitcoin, il aime avant tout les États-Unis. Donc, il ne laissera pas le Bitcoin supplanter le dollar, je dirais, en termes de réserve, finalement, de change. Et il veut absolument que le dollar reste, évidemment, la réserve de change mondiale. Et donc, certainement, il y aura un accord, là aussi, et ce qui limitera l'évolution, la flambée du Bitcoin. Mais c'est vrai que pour l'instant, bravo à ceux qui en ont acheté. Je vous l'avais dit, si vous voulez prendre des risques, vous pouvez le faire. Si vous l'avez fait, tant mieux. Moi, j'ai failli le faire, mais je ne l'ai pas fait finalement. Bon, je regrette certainement. Ceux qui l'ont fait, tant mieux. Maintenant, attention, il faut prendre vos bénéfices régulièrement. De l'autre côté, c'est vrai que j'avais annoncé la flambée de l'or qui a bien eu lieu. Donc là, on voit l'or qui est monté le 30 octobre à 2786 $. Et là, depuis la victoire de Trump, notamment, ça baisse, parce qu'on se dit que finalement, il y aura peut-être moins de guerre, le pétrole va baisser, etc. Et donc, 7% de baisse en un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours sur l'or. Ça va rester néanmoins élevé, ça reste la poire pour la soif, je dirais, indéfectible. Donc il faut toujours en avoir. Ça reste, n'oublions pas, l'or et la réserve de change, et la contrepartie monétaire, donc la création monétaire dans l'ensemble des pays. Donc la plupart des pays dans le monde, et notamment les pays émergents, vont continuer de conserver de l'or. Donc même si on a atteint des sommets, ça pourra baisser un petit peu, mais ça restera élevé. Donc on doit garder là aussi cette poire pour la soif. Donc voilà, sans faire peut-être un mix des deux, mais pour les pères de famille, l'or est quand même plus sûr que le Bitcoin, où ça restera extrêmement volatile, sauf si on investit peut-être sur du très long terme. Mais encore une fois, ça dépendra là aussi des mesures qui vont être prises par Trump. Et pour l'instant, on n'a aucune garantie, parce que encore une fois, entre les annonces et puis les mesures qui vont effectivement être prises, il peut y avoir une différence. Alors je termine maintenant avec la bonne nouvelle de la semaine.
Bon, en fait, elle vient pas de chez nous, hein. Elle est au niveau mondial, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, donc composite, donc monde qui est remonté à 52,3 en octobre, donc ça veut dire que la croissance mondiale se maintient autour des 3%, donc bravo, effectivement, donc au niveau mondial, notamment grâce à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde également, donc qui ont bien soutenu l'activité, également le Brésil. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, nous, la France, nous sommes derniers, hein, lanterne rouge de ces indicateurs des directeurs d'achat, donc voilà, c'est une bonne nouvelle très relative au niveau mondial, mais nous, malheureusement, en France, nous sommes en retrait. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc c'est une situation qui est compliquée, mais je me dois de vous dire la vérité. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, pour vos commentaires, c'est formidable, merci beaucoup, ça me touche vraiment, et je vous assure, certains m'ont dit oui, il y a un bot qui répond. Non, c'est moi qui vous réponds à chaque fois. Personnellement, j'essaie de faire des messages personnalisés si vraiment il y a une demande, et donc voilà, merci encore, je continue de répondre à vos questions bien entendu, et puis bien entendu, il y aura aussi donc la question de la semaine, donc là aussi, continuez, c'est extrêmement important. Merci également pour vos abonnements, pour faire abonner, on est bientôt à 200 000 abonnés, on fera une grande fête. Et pour les abonnements premium également, ça ne cesse d'augmenter. Donc là aussi, des fois, on ne le voit pas. Il faut d'abord s'abonner. Après, il y aura des onglets souscription ou rejoindre qui s'afficheront au-dessus des vidéos généralement. Et là, vous pourrez cliquer et vous recevrez ensuite les slides de mes vidéos chaque semaine. Voilà, merci beaucoup, merci encore pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.